Bonjour à tous et bienvenue dans 35%, le premier podcast sur l'actualité des crédits et de l'immobilier en général. Je m'appelle Yacine Ridissi, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux TikTok et Instagram sous le nom de Mon Pote Courtier. L'épisode du jour se déroulera en 4 parties. La première est votre préférée, la météo des taux. Ensuite, la définition du mois. Troisième partie qui est une nouvelle partie qui sont les news du mois, puisque effectivement il y a eu des petites news dans le secteur du courtage ce mois-ci. Et enfin l'interview. Et là, il y a encore une interview exceptionnelle avec l'incroyable Bérangère Dubu, la super Saiyan du crédit, et puis surtout celle qui a créé le premier syndicat de courtiers. J'enregistre évidemment cette intro après avoir enregistré l'interview, donc je peux d'ores et déjà vous dire que c'était exceptionnel. Tellement exceptionnel et passionnant qu'on a dû la couper en deux puisque c'était beaucoup trop long. Donc vous aurez la partie 1 sur ce mois d'août et la partie 2 sur le mois de septembre. C'est donc parti pour la partie 1, la météo des taux. La météo des taux, édition août 2023. Édition qui est évidemment un peu plus chère à mon cœur puisque c'est le mois dans lequel je fête mon anniversaire. Donc c'est évidemment forcément un bon mois. On va parler de tous les profils confondus sur 15, 20 et 25 ans. On y va tout de suite, on rentre dans l'art. Avec le 15 ans qui est à 3,91. On frôle déjà les 4% sur 15 ans. Sur 20 ans, on a déjà dépassé donc 4,07. Et sur 25 ans, on est à 4,20. Pour rappel, le taux d'usure qui augmente aussi à 5,33. Excusez-moi. 5,33. Oui, 5,33, je vous le confirme. 5,33. Les banques, évidemment, en profitent pour refaire leur marge et augmenter aussi leur taux. Donc c'est tout à fait normal. La tendance est à la hausse. On aura encore une hausse en septembre et je vous spoile pas, je pense qu'on aura encore une hausse en octobre. Peut-être une stabilisation. Là, je fais un peu ma Madame Irma, je peux vraiment pas vous en dire plus. En tout cas, voilà, les taux continuent d'augmenter. Après, voilà, c'est tout profil confondu. En vrai, ça va de 3,57 à 4,42 selon les années et selon, en tout cas sur les périodes de mensualité et les régions aussi, hein, parce qu'il peut y avoir vraiment de grandes disparités entre les régions. Encore une fois, hein, j'en ai parlé sur le dossier du mois d'un précédent épisode. J'ai envoyé un client en région, euh, car la banque est une banque régionale et son homologue à quelques kilomètres et donc du coup à la frontière de son département était à 0,45 moins cher. Donc encore une fois, c'est aussi quelque chose à étudier et c'est tout l'intérêt de passer par un courtier qui a accès à vraiment toutes les conventions et surtout à l'information. C'est-à-dire que nous, chez All-in, on a vraiment un super outil qui nous permet, dès le montage en fait, de nos dossiers, d'avoir une vision un peu 360 sur toute l'offre et une certitude aller à 95%, puisqu'en fait tous les critères des banques sont indiqués dans cette machine. Donc en fait on a très très peu de risques fait, de se tromper et de manquer une information. Donc si on monte au dossier et que l'outil nous donne une information, on est à 95% sûr. Voilà. Il y a peut-être eu un update entre temps, c'est pour ça que je me laisse 5%, mais on n'est plus sur une proba de 100% en fait, hein, si un courtier vous dit ça passe à ce moment-là, votre dossier a été analysé et justement a été étudié selon les critères des banques. Donc voilà pour cette météo des taux qui était un peu plus long que prévu, que d'habitude. Je vous propose qu'on passe à la partie 2. Tintin, la définition du mois. Je mets un petit jingle hein, parce que je n'ai pas encore trouvé de jingle pour ce podcast. La définition du mois, elle est rigolote, puisqu'il s'agit du quantième. Et c'est une définition que j'ai apprise en rentrant chez All-in, puisque chez All-in, je travaille du coup avec une banque en ligne qui demande ce quantième et dont je ne savais même pas ce que c'était. C'est-à-dire que j'ai dû attendre X années de métier pour apprendre ce mot. Et alors du coup, le quantième, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la date à laquelle le client, c'est-à-dire vous certainement qui m'écoutez, souhaitait être prélevé. Voilà, donc j'avais des dossiers qui étaient bloqués parce que le quantième n'était pas indiqué. Et quantième, ça fait quand même un peu un nom intelligent avec une information qu'on doit chercher. Et je me disais, mais vraiment, mais ça doit être un truc de ouf ce truc, le quantième. Et en fait, c'est tout simplement
la date à laquelle vous souhaitez être prélevé de vos mensualités. Donc voilà pour cette définition du mois. C'est assez rapide, mais c'était assez important. Je vous propose qu'on passe à la troisième partie, les news du mois. Et quelles news nous avons ce mois-ci, puisque nous avons un départ du réseau historique de courtage en crédit, qui est la CAFPI, de monsieur Olivier Landrevi, qui quitte ses fonctions de CEO au sein de ce groupe, et qui se lance dans du média, apparemment, puisqu'il a lancé un site internet qui s'appelle moneysmart.fr. Alors, dans l'optique, évidemment, d'évangéliser et vraiment de donner accès à toutes ces informations, évidemment, moi, j'encourage absolument toutes les initiatives qui simplifient les informations sur ce sujet-là. Donc, vous pouvez retrouver ce site moneysmart.fr. Donc, la promesse, c'est vraiment, nous scannons l'actualité économique et financière pour que vous n'ayez pas à le faire. Donc, en gros, un agrégateur et un vulgarisateur sur le sujet. Et alors, nos principes, il y en a 3. 0 jargon. Ce qui se comprend bien s'énonce clairement. 0 fake news, des articles documentés et des chiffres sourcés. Et 0 bullshit, des analyses sans concession. Une indépendance éditoriale à toute épreuve. Pour info, Olivier Landrevi, c'est quand même quelqu'un qui est ultra présent sur LinkedIn et qui a un avis très tranché sur pas mal de choses. Je vous recommande d'aller le suivre d'ailleurs sur LinkedIn. Il est absolument très très intéressant. D'ailleurs, évidemment, Olivier, si je peux me permettre de vous appeler Olivier, vous êtes évidemment le bienvenu au micro de 35% pour nous parler un peu de vos projets. Et alors, j'ai cru voir un autre post que je ne retrouve pas, mais apparemment, il y aurait une émission genre qui s'appelle Sans compromis sur Radio Imo. Alors, j'en sais pas plus pour le coup, je pourrais pas vous en dire plus. Mais voilà pour la news de la semaine, en tout cas la news que je trouvais la plus importante et la plus marquante, en tout cas dans le game du courtage en crédit, puisque maintenant il y a un game. Et je vous propose en fait de tout de suite retrouver l'incroyable interview de Bérengère Dubu, la partie 1. Je vous laisse avec Bérengère et moi. Les amis, quel plaisir d'accueillir cette nouvelle invitée. Alors, il faut savoir que ça a été très compliqué de la voir. Cette dame est absolument overbookée toute l'année. Elle est maman, elle est courtière. Elle s'occupe de l'UIC qui défend les courtiers. Bérengère, bonjour. Bonjour Yacine, merci beaucoup de me recevoir. Avec grand plaisir, Bérengère. C'est trop cool de t'avoir, surtout dans ce podcast 35%. Je pense que tu avais toute ta légitimité pour intervenir. Je te propose de te présenter et nous parler un peu de ton parcours. En commençant par ton parcours académique. Je t'en prie, Bérengère, vas-y, c'est à toi. Merci Yacine. Si on commence par mon parcours académique, je suis plus toute jeune, donc je crois que ça va être très laid. Bérengère Dubu, j'ai 42 ans, je suis courtière en crédit à Montpellier depuis environ 12 ans. Et je dirige l'UIC, qui est le premier syndicat professionnel des courtiers en crédit que j'ai fondé en 2019. Donc ça, c'est ma situation actuelle. Tu l'as bien rappelé, je travaille dans un petit cabinet indépendant, je suis associée avec mon mari. Effectivement, j'ai 4 enfants. Mon parcours a été un petit peu différent puisque j'ai fait des études de lettres. Donc, j'ai fait une maîtrise de lettres et médiation culturelle. Donc, j'étais une pure littéraire. Et je suis tombée un petit peu dans la banque par accident quand le CIC à Monaco cherchait une conseillère patrimoniale et qu'ils n'en trouvaient pas parmi les recrues. Et ils se sont ouverts à un ami qui était à l'époque courtier à Nice et qui a dit « Écoute, j'ai une amie à moi, elle ne s'est pas pointée, c'est une pure littéraire. Mais si tu veux quelqu'un pour parler avec tes clients à Monaco, quelqu'un qui s'adapte, quelqu'un qui sait faire, elle sera parfaite. » Je suis allée en entretien et j'ai été recrutée en ayant lu la veille, j'avais acheté à la FNAC La Banque pour les nuls. Et c'est comme ça que je suis devenue conseillère bancaire. Donc, j'ai commencé ma carrière à Monaco où j'ai bien sûr beaucoup appris et je me suis formée. J'ai après fait quand même une licence d'économie en parallèle pour me sécuriser de manière théorique. Et puis, je suis venue à Montpellier, d'où je suis originaire,
Donc, j'ai été mutée Pause, au sein pause, du... pause, Bérangère. Ah là là, pause. Déjà, c'est déjà incroyable là, ce que tu me racontes. Tu commences en tant que conseillère patrimoniale Ouais, à Monaco sans sans connaître le métier en fait. non. Alors, bah, je suis désolé, hein, je vais pas pouvoir te laisser partir comme ça. Raconte-moi tes premiers clients, tes premières entrevues avec tes clients monégasques, donc en plus patrimonial, donc c'est sûr qu'ils ont de l'argent. Et je suis sûr qu'ils sont super exigeants parce que je pense qu'à Monaco, on connaît les conseillers. Donc, comment ça se passe? Raconte un peu. Alors, c'est vrai que j'avais acheté La Banque pour les nuls avant l'entretien. Je me suis mise à écouter BFM, j'ai lu plein de bouquins et tous les jours, mon directeur, alors je peux le dire aujourd'hui, qui était un psychopathe, hein, il faisait beaucoup pleurer ses équipes, il était très dur, mais c'était quelqu'un de très brillant. Et donc, on avait convenu qu'il me prenait dans son bureau tous les jours 1 heure pour m'expliquer. Et je crois que j'ai jamais autant appris qu'avec lui, c'est vrai. Et j'ai été plongée dedans. Donc, c'est vrai que j'avais des clients. Alors, patrimoniaux, en fait, c'est patrimoniaux par rapport à la France, parce à Monaco, un conseiller bancaire en vente privée gagne déjà 10 à 12 000 euros par mois. Donc, finalement, il y a un vrai écart de revenus. J'avais beaucoup de chefs d'entreprise monégasques. J'ai eu beaucoup de sportifs. Il y a des choses très drôles, hein, des choses cocasses, où un petit gamin de 16 ans vient retirer. Je trouve qu'il retire un peu, il regarde, il avait été payé, il gagnait 40 000 euros par mois. C'était un footballeur. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses, mais j'ai vraiment une super expérience parce qu'à Monaco, ce qu'il y a de chouette, c'est qu'on ne sait jamais qui c'est qui vient. C'est-à-dire que même ton petit client qui n'a pas l'air très bien habillé, qui n'a pas forcément beaucoup d'argent, peut-être que c'est un cousin de la famille royale, peut-être qu'il connaît. Et donc, il y a cette culture de toujours traiter les gens, quelle que soit leur apparence, quel que soit leur revenu. Ça, c'est la première chose. Et puis derrière, comme c'était une banque riche, on a une caisse qui est riche, on n'a pas de problème, il y a aussi cette culture où on gagne de l'argent de manière positive. C'est-à-dire, je gagne de l'argent en faisant des crédits, je gagne de l'argent en plaçant de l'argent, je gagne de l'argent en faisant de l'assurance, mais on ne gagnait pas d'argent avec les commissions punitives. Les commissions d'intervention, on les remboursait, les frais bancaires, on les remboursait. Il y avait vraiment cette image positive du client, quel que soit le client, et cette vision de service où on doit gagner notre rentabilité en proposant des produits et pas sur les commissions punitives. Et effectivement, donc j'avais un poste qui était assez envié par rapport à la France. Monaco, c'est assez prestigieux. Et puis, je crois que j'ai jamais fait des choix par carrière ou par intérêt financier. J'ai toujours fait des choix par rapport à ma famille. Et donc, quand j'ai postulé au CIC à l'époque Sud-Ouest pour être mutée, ils m'ont demandé pourquoi je faisais ça. Et je me rappelle, c'était l'époque de Sarkozy, travailler plus pour gagner plus. Et donc, j'ai répondu, moi, je veux travailler moins pour gagner moins. Et en fait, ce que je voulais, c'était du temps pour mes enfants. Je voulais une vie de famille, je voulais me rapprocher des miens. Donc, j'ai quitté vraiment ce poste pour un choix familial que je regrette pas une seconde. Parfait. Donc, un équilibre vie privée, vie pro. Et donc, du coup, tu vas à Montpellier. Et je vais à Montpellier, donc j'arrive en banque. C'est vrai que c'est pas du tout le même métier. À Monaco, et c'est amusant parce qu'à Monaco, le conseiller, on a tout, vraiment tout pu voir dans le sens que on nous apprend à comprendre les choses. C'est-à-dire que tous les jours, j'allais regarder les taux directeurs. Pour faire le prix immobilier, j'étais libre de choisir la marge. Donc, un bon client, on margeait à 0,20, un moins bon client à 0,50. Et je faisais des comptes à terme. J'allais regarder le Ribor, 6 mois, etc., combien il était, j'ajoutais ma marge. Donc, je faisais ça toute seule. Je remboursais les frais à mes clients. Enfin, et moi, je suis arrivée en France. Et donc, j'ai commencé à faire des comptes à terme aux clients par rapport au taux des marchés. Je me rappelle que ma direction m'est tombée dessus en hurlant parce que c'est pas comme ça qu'on faisait et que les taux étaient fixés pour l'année, par exemple, par la direction commerciale. J'ai commencé à extourner des frais à mes clients, m'expliquer que c'était pas comme ça. À Monaco, pareil, au niveau des espèces, Monaco, on fait très, très attention à l'argent sale. Ça, on est très, très vigilant vraiment. Mais l'argent sale, c'est l'argent dont on ne connaît pas la provenance. C'est différent de la fraude fiscale. Et donc, moi, un serveur qui dépose 1 000 € et qui me dit c'est mon patron qui m'a payé en espèces, à Monaco, c'est pas grave parce qu'il n'y a pas de fisc, il n'y a pas de fiscalité. Donc, c'est pas de l'argent, on va dire, sale, c'est de l'argent du travail. Et donc, nous, en France, quand mes clients voulaient retirer, etc., pareil, je faisais des retraits tranquilles de 5 000 €, j'encaissais leur cash. Et il a fallu un petit peu de temps pour que je m'adapte à la réglementation française, je crois, et puis à une vision très différente. Et je trouvais beaucoup moins, c'est pas respectueuse, mais effectivement, il y a plus un rapport de dominant-dominé parfois entre le conseiller bancaire et le client. Là, au Monaco, on est vraiment dans un rapport d'équipe et d'égalité pour trouver ensemble les bonnes solutions. Et c'est incroyable, surtout ce que tu me racontes d'un point de vue business, sur ta manière de bosser à Monaco, où vraiment tu parlais
de gagner de l'argent de manière positive avec des produits et en enrichissant le client versus certainement les frais d'incident de paiement ou autres. Et en fait, t'as pas trop déprimé en arrivant à Montpellier? Moi, je t'avoue qu'une fois, j'ai appelé mon mari, je pleurais dans mon bureau, parce qu'on avait une réunion commerciale et je voulais pas vendre certains produits que je jugeais pas adaptés aux clients. Et mon directeur me dit qu'il faut que je vende c'est des plans de prévoyance, des trucs à 10 balles par mois, où effectivement, si le client meurt, sa famille touche 5 000 €. Donc, sur un jeune, on s'en fout, il a pas d'enfant, bref, c'est pas la question. Et donc moi, ces produits-là, genre, autant je crois dans la vraie prévoyance qui protège, mais pas dans cette petite prévoyance sur les petits gamins, bref, et j'en avais pas fait. Et mon directeur commençait à m'expliquer qu'on ne fait pas assez. Je dis: «Mais c'est pas possible, c'est pas adapté à mes clients». Et il me dit: «Mais tu travailles pas pour ton client, tu travailles pour la banque. Tu qu'à prendre tes débiteurs et tu leur dis que s'ils veulent pas que tu rejettes, leur paiement, il faut qu'ils aient une assurance et cette prévoyance assure le découvert». Et je dis: «Bon, on va faire ça, c'est pas déontologique». Et il dit: «Mais pour qui tu te prends?» et cetera. Et je me suis tellement fait pourrir que je suis partie. Je me rappelle, je pleurais dans mon bureau, en me disant: «Mais c'est quoi cette manière de travailler?» Et puis finalement, en octobre, j'étais, la première à avoir fait les objectifs de l'agence à 100%. Et j'étais la seule à les avoir faits parce que travailler en qualité, ça marche. Et j'ai été première commerciale région, alors que j'étais à 80% de télétravail puisque j'ai demandé à pas travailler le mercredi pour m'occuper des enfants. J'ai fini première commerciale région pendant 2 ans consécutifs de tout le CIC Sud-Ouest où on ne ressent pas les mercredis pour m'occuper de mes gamins. Comme quoi, quand on fait de la qualité, finalement, ça paye toujours. Bah écoute, c'est effectivement un bel exemple, surtout de maintenir ta déontologie, toi, là-dessus et malgré tout, fumer tout le monde dans ta région en étant à 80%, c'est quand même assez incroyable. Alors, du coup, tu avais des objectifs à 80% ou alors Ah bah, tu rigoles. J'avais des objectifs à 100%. De toute façon, le 80% pour les femmes, c'est tu es payé 80%, mais tu as un objectif à 5%. Déjà, ça n'existe pas. Et puis moi, comme chaque année, tes objectifs, ils augmentent, tu sais. Bah, chaque année, mes objectifs, ils augmentaient. Donc, je suis arrivée la troisième année à 80%, à avoir un objectif qui était 150% supérieur à mon collègue à 100%. Et là, j'ai dit à ma direction que ça suffisait. Le fait d'augmenter toujours les objectifs, c'était plus possible. Mais bon, les objectifs, ça m'a jamais gênée. C'est pas quelque chose qui me gêne dans ma manière de faire. Moi, je voulais mes mercredis, je voulais mon temps de travail pour mes enfants. Je suis quelqu'un d'assez compétitrice. Mais c'est vrai qu'en revanche, ma déontologie, c'est quelque chose, que ce soit aujourd'hui aujourd'hui en tant qu'indépendante ou salariée, c'est vrai que c'est quelque chose avec lequel j'ai jamais négocié. OK, génial. Et alors du coup, raconte-nous après, tu restes à Montpellier, tu fais quoi? Je suis à Montpellier, mon mari était déjà courtier, donc il avait courtier. Je suis à Montpellier conseillère. Je pars en maternité pour mon troisième. OK. Et ça fait longtemps que mon mari me disait: «Mais rejoins-moi, tu serais bien meilleure courtière». Puis bon, je maîtrisais très bien le prix immobilier. J'hésitais. Et puis quand je suis revenue, Qu'est-ce qui te retenait? mon poste, qu'est-ce qui me retenait? Bah, tu sais, quand tu es dans le confort, tu fais le confort. 2 indépendants, c'est compliqué quand même. Moi, je vois bien qu'un indépendant, quand tu as des périodes de crise, mon mari était courtier dans la crise de 2008, 2012, on a bien vu que c'était compliqué, donc il a sentiment un peu de confort. Donc quand je suis rentrée, je devais prendre mon poste de directrice d'agence. Alors attends, Bérangère, une petite seconde. Je comprends le confort. Je comprends les enfants, je comprends 2 indépendants, il y a aucun souci. C'est mon cas moi-même. Ma femme est dans un CDI, elle est cadre dans une grande banque, et heu et c'est effectivement très, très sécurisant. Mais alors j'imagine que ton mari est un bon courtier et qui dit bon C'est-à-dire, courtier, j'imagine qu'il faisait un joli chiffre et que tu le voyais ce chiffre. Tu avais accès à tous ces chiffres. Qu'est-ce qui te retenait en fait? mais parce que je suis pas quelqu'un, parce que c'est ce que je disais, je suis pas quelqu'un d'argent. OK, Finalement, il faut une c'est pas ton compensation. Mon moteur. mari, moi, je suis pas quelqu'un d'argent. Mon mari travaillait beaucoup, et cetera. Et c'est vrai que je suis très admirative de lui. C'est le fondateur. Voilà, c'est dans notre cabinet, ça reste toujours Mathieu le plus gros producteur. Et Mathieu est très brillant, mais il rentrait tard le soir, les soirées partenaires, et cetera, et cetera. Moi, j'avais mes enfants le mercredi, je travaillais le samedi, donc le lundi, j'étais avec eux. Donc finalement, je suis pas quelqu'un qui a une grosse ambition, on va dire, financière ou autre. Je suis plutôt quelqu'un qui aime la qualité de vie. Voilà, les valeurs, la qualité de vie, travailler comme on aime. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et quand je suis rentrée du congé maternité de mon numéro 3, j'ai trouvé mon poste de directrice d'agence. Et là, je faisais que des remplacements parce que j'ai appris que aucun directeur de secteur ne voulait une femme avec 3 enfants. Alors, petite pause, puisque moi j'aime bien comparer et j'aime bien voir les situations qui t'ont permis de prendre tes décisions.
ça gagne combien une conseillère au CIC? Alors, tu n'es pas obligé de répondre, hein. Ça gagne combien une conseillère au CIC qui fait 100% de ses objectifs et qui est la première Sud-Ouest? Ah, ça va, tu vas te moquer de moi. Je pense que j'étais à 2 000 € au lycée sur l'année. Moi, ce qui m'a fait partir aussi, c'est qu'à l'époque, il y avait des primes. 2 Donc, 000 moi, j'étais sûre. euros Ouais, sur l'année. Donc, ça veut dire que tu gagnais moins parce que oui, j'étais à 80%. Non, mais Et donc, sur les primes, c'est-à-dire que tu étais à 1006, 1007? non, parce qu'en fait, ouais, je payais un 13e mois, mais finalement, moi, sur un salaire de 2 000 € à 80%, je perdais déjà 400 € par mois, donc ça me fait 1 600, tu vois. Plus le 13e mois et tout, j'étais pas, parce qu'à 80%, mon salaire est bien amputé, donc j'y étais pas. Et en fait, à l'époque, en banque, tu avais quand même des primes, c'est-à-dire qu'en fin d'année, tu avais 3 000 4 000 balles, et moi, je trouvais ça super, tu vois, c'était plutôt au mois de mai, donc pour partir en vacances, mais 3 000 4 000 balles, ça me motivait. Et en fait, les banques, petit à petit, se sont vu interdire les primes aux objectifs au profit des augmentations. Sauf que moi, avoir une augmentation même de 2 000 € par an, quand tu enlèves les charges, ton 2 000 € par an, il te fait 1 500. Quand tu enlèves 80%, parce que je suis à 80%, ça te fait 1 200. Et quand tu divises par 12, ça te fait 100 balles par mois. Autant avoir 3 000 4 000 € pour partir en vacances, ça peut te motiver. Avoir une augmentation, ce n'est pas des choses qui me motivent. Donc, je sais aussi que Alors, les qu'est-ce banques qui te sont motive, Bérangère? commerciales. Qu'est-ce qui te motive, enfin, Bérangère, qu'est-ce qui te motive le matin pour te réveiller avec 3 gosses dans les pattes ou 4, du coup, puisque je pense qu'il y a eu le 4e qui est arrivé entre-temps. 4 maintenant. Qu'est-ce qui te motivait pour te réveiller, te lever le matin et partir bosser pour 1 600, 1 700? Parce que j'aimais ce que je faisais. J'aime mes clients. Ok. J'aimais ce que je faisais. Moi, tous les matins, je faisais mes débiteurs. Ça me prenait 2 heures. Je réfléchissais, je rejetais pas bêtement. Je rejetais jamais l'école, je rejetais jamais l'EDF. Je trouvais des codes. Faut pas, non, ils peuvent rien faire. Je trouvais des codes pour rejeter les prélèvements, mais sans leur prendre de frais. Des demandes de prorogation, des erreurs, tu sais, dans les prélèvements. Comme ça, les clients n'avaient pas de frais automatiques. Je les appelais, je leur disais, écoutez, l'école des enfants, je ne rejette pas, mais là, je suis embêtée. Écoutez, vous avez 10 jours. Donc, je trouvais que mes clients, j'avais une belle relation, que j'aidais mes clients en difficulté. Que mes clients qui avaient de belles situations, j'étais très heureuse parce que je développais, je gardais mon portefeuille. J'aimais vraiment ce que je faisais et puis j'aimais ce côté, je crois, un peu sécurisant. On a toujours été aventuriers. Avec mon mari, on a beaucoup déménagé, beaucoup changé. Je trouvais que ce petit côté sécurisant, finalement, de mon bureau, etc., même si j'étais pas vraiment soluble dans le salariat, je pense, hein, j'étais assez à part, il y avait quelque chose de rassurant, d'avoir des horaires, etc. Il y avait peut-être quelque chose de rassurant. Ah bah, t'es totalement soluble quand t'es la première de la région Sud-Ouest. Je suis désolé, mais n'importe quel directeur commercial se jetterait pour t'avoir. Non, pas vraiment, parce qu'on préfère, non, on préfère des gens qui vendent un peu moins, mais qui sont un peu plus soumis à la hiérarchie, je pense, quand même. Ok. Ah oui, donc il y avait quand même une C'est ce que je problématique, pensais. peut-être même Ah bah de oui, comportement vis-à-vis de. de comportement. Bah, il y a des choses, moi, si on me demande de faire quelque chose que je juge pas conforme à ce que je pense, je ne le fais pas. Oui, oui, non, quand je dis comportement, c'est-à-dire, bah, en fait, tu défies un peu l'autorité, finalement. Pas vraiment. En fait, je suis très soumise à la hiérarchie. Toujours, je suis très soumise à l'autorité, naturellement. Ça, c'est ma culture familiale. Je suis très soumise à l'autorité si je la juge légitime. Ok. Et c'est ce qui faisait rire mon DRH de l'époque, qui est quelqu'un que j'aimais beaucoup, Frédéric Sévadan, qui est quelqu'un de très brillant, c'est ici le DRH. Il me disait, non, accepter l'autorité qu'on vous l'a jugée légitime, c'est justement pas respecter l'autorité. Et c'était notre blague. Mais si, j'ai vécu j'ai vécu des belles choses en banque. Mais effectivement, je crois qu'à un moment donné, ça correspondait pas à ce que je suis. Et donc, du coup, c'est après cette expérience que tu décides de rejoindre ton mari? Bah, finalement, ça allait loin, puisque quand je suis revenue de maternité, j'ai fait des remplacements pendant 9 Ah oui. mois parce Ah non, qu'il n'y excuse-moi, avait, il y avait pas d'agence. Il n'y avait pas d'agence. Et on expliquait qu'un jour, on m'a dit qu'une mère de famille avec 3 enfants, une directrice de secteur, un jour, m'a dit que quand on était une mère de famille, soit on faisait des enfants, soit on travaillait, mais qu'on ne faisait pas les deux. Qu'elle n'était jamais allée à aucune centre scolaire de ses gamins, qu'elle n'avait jamais été à l'école à 17h, et qu'elle ne voulait pas de filles comme moi dans son équipe. Elle était directrice de secteur, et moi, je suis la directrice d'une agence. Et j'ai dit, mais attendez, je suis première commerciale, vous êtes ravie de moi, j'ai augmenté les chiffres. Elle me dit, oui, mais ça, c'est très bien en support, mais je veux pas quelqu'un comme toi, ça suffit maintenant, je vais pas me taper quelqu'un à 80%. Et en fait, elle m'a dit ça. Et j'ai commencé à pleurer le vendredi soir. Et le samedi midi, je pleurais toujours. Et le samedi soir, je pleurais toujours. Et donc, j'ai été arrêtée 4 mois. J'ai fait un burn-out total. Ok. Après 9 mois, et je le dis, à être sans carte de visite parce qu'on ne savait pas quel serait mon poste, à être sans agence affectée, donc un jour dans une agence, un jour dans une autre, à plus savoir le matin où j'allais, et à entendre chaque fois que finalement, quand tu avais 3 enfants, tu n'avais pas de place. Et mon DRH était très humain. Et il m'a dit, mais je vous assure, je vais faire en sorte que vous êtes vraiment quelqu'un de brillant. Et il m'a dit, quand je suis partie, votre départ est un échec. Et quand il m'a trouvé enfin un poste, et j'étais ravie dans une agence comme il s'y était engagé,
avec une directrice d'agence qui était ravie que je sois dans le support, en soutien, Ok. quand elle m'a dit qu'elle ne voulait pas de mère de famille de manière titulaire, entre guillemets. Et je crois que je me suis pris quelque chose dans la tête que j'avais jamais imaginé. Et donc, j'ai été arrêtée, puis j'ai quitté la banque et je me suis mise à mon compte. Ok. Bah, du coup, je pense que ouais, ça t'a touché. En fait, là, on jugeait plus ton travail, mais ta personne et ta situation familiale. Ça. Et je pense que c'est ça. Enfin, j'imagine que c'est ça qui t'a touché. Je pense, tu peux te dire, moi, je partais à Bordeaux en formation, par exemple, du lundi le dimanche soir, tu vois, à 18h, ce qui est assez par train, donc c'est galère. J'arrivais à 23h. Mon mari reste seul avec les enfants. Je rentrais le vendredi à 22h en train. Et le samedi, comme mon agence était ouverte, j'allais bosser le samedi. Quel enfer. Donc, me dire, quand tu fais ça pendant 9 mois, que les mères de famille n'ont pas leur place, alors que des chiffres, etc., qui prouvent, d'un coup, je me suis rendu compte que tu n'étais pas ce que tu produisais. Tu étais aussi une partie de l'image que tu renvoyais qui ne correspondait pas. Et comme je dis toujours, je fais pas les choses je fais les choses par conviction. Je suis partie, je me suis séparée en très bons termes avec le DRH que j'apprécie beaucoup. Et je suis devenue indépendante, effectivement. Et je le regrette pas une seconde. Et j'ai fait un 4e enfant en étant indépendante. Et je suis toujours à 80% en étant indépendante. Ok. Alors, on va en parler de ça. Du coup, tu rejoins, j'imagine, ton mari dans sa structure. Donc, bien sûr, je rejoins son cabinet. Alors, en tant que mandataire, en tant que salarié, tu es sous quel format? J'ai rejoint pendant mandataire pendant un mois, un an. Et après, bien sûr, je me suis associée. Ok. Et aujourd'hui, on est associé égalitaire et gérant. Très bien. Donc, du coup, c'est une société qui est COA, comme on dit. Tout à fait. Ok. Vous êtes vous-même courtier, donc vous ne On est courtier. dépendez d'aucun réseau. Non, cabinet indépendant. Mathieu est courtier depuis 17 ans, je crois. Ok. Le fils, moi, je le suis depuis environ 10 ans. J'ai mon fils, 10 ans, Tanguy, c'est à peu près ça. Et on est tous les deux courtiers. On est dans une SARL où on est tous les deux associés. Ok. Ok. Donc, c'est. Alors, pour expliquer à ceux qui nous écoutent, peut-être, la différence entre un mandataire et un courtier, c'est la même différence qu'il y a entre un agent immobilier et un conseiller immobilier. Le courtier négocie lui-même ses deals avec les banques, avec les partenaires bancaires. Tu me coupes, hein, Bérangère, si je dis une bêtise. Non, tu as parfaitement raison. C'est ça. Et le mandataire, comme moi je le suis, au sein d'un réseau, donc moi je fais partie du réseau All-in, et c'est ce réseau-là qui est le courtier, et moi je dépends du coup de ce réseau-là, et c'est ce réseau-là qui est courtier et qui a les deals avec les banques. Et donc, dans un package de services, All-in m'offre du coup l'accès à ses partenaires contre une rémunération. Donc, c'est-à-dire que c'est eux qui prennent 100% de la commission, enfin des honoraires de courtage. Et moi, on me rétrocède une partie. Je suis totalement libre d'en parler. Hein, c'est 70%. On me rétrocède 70% et All-in garde 30% des honoraires. Mais du coup, Bérangère et son mari sont eux-mêmes courtiers. Donc, c'est eux qui ont les deals avec les partenaires. Et donc, eux, ils prennent 100% des honoraires. Bérangère, est-ce que je me suis trompé? Je prends 100% de la commission banque quand il y en a. Je prends 100% de mes honoraires clients. Et j'ai que des salariés chez moi, pas de mandataires, parce que je voulais qu'en cas de crise, mes équipes soient rassurées justement financièrement, ils ne seront pas en danger. Donc, on n'a que des salariés chez nous. Ok. Elle s'appelle comment la structure? FI Courtage. FI. FI Courtage, ça s'appelait Financimo à l'origine. Ok. Et on est devenu FI Courtage. Donc, on est totalement indépendant, on n'appartient à aucun groupe. Et on est une équipe. Mon fils rentre l'année prochaine chez nous en alternance. Incroyable. On est vraiment une petite TPE familiale. Il a quel âge le petit du coup? Il aura 18 ans en octobre. Ah bah le grand du coup, c'est le plus grand de... C'est le grand, lui. Ok. C'est le grand. C'est le grand et alors on fait comment pour devenir courtier? Alors est-ce que tu peux nous raconter un peu le parcours de ton fils pour qu'on puisse, peut-être ceux qui nous écoutent, qui souhaitent devenir courtier? Alors, pour être courtier, de toute façon, aujourd'hui, il y a des normes qui sont assez strictes. Donc, il faut il faut s'inscrire à l'ORIAS. Et pour ça, on va vous demander une équivalence, un bac, des études supérieures en économie supérieure à bac plus 3, d'accord? Ou d'avoir été salarié chez un courtier un certain nombre d'années. Donc, mon fils va rentrer en alternance dans un BTS pour faire ses 2 premières années en alternance chez nous, qui lui permettront après de faire une licence, donc de repiquer et de continuer, mais tout le long de son cursus en alternance pour apprendre la partie pratique, parce qu'il a plutôt un côté très à l'aise à l'oral, le rapport avec les gens humains, et que l'école, je pense, ça conviendrait moins.
Donc, avoir cette partie pratique pour lui et en même temps, c'est tout son enseignement théorique. Moi, beaucoup de mes salariés ont été alternants chez lui. J'ai Arnaud, notamment, qui est un excellent courtier, qui a fait un bac pro, qui a fait un BTS, qui a fait une licence pro et puis un master et un master 2. Alors, Et aujourd'hui, tu vois, il a fait tout ça en alternance. Nous, il est resté chez Winters pas mal. Il a fait tout ça en alternance et aujourd'hui, il est courtier et diplômé. ok. Question, c'est vraiment utile d'aller au Master 2 pour être courtier? Jusqu'au Master 2? Et je pense qu'il ne l'a jamais dit, mais qu'au départ, il ne pensait pas forcément rester courtier. Ok. Je crois qu'il est venu chez nous et puis non, c'est pas utile, mais lui a continué après vraiment. Ok. Il a continué ses études pour aller au bout, en commerce, etc. Et finalement, il s'est rendu compte que le métier lui plaisait, qu'il s'éclatait au niveau de la rémunération, etc. Mais il est resté. Mais c'est aussi important, je pense, d'avoir un bagage quand même qui permette, en cas de changement législatif, bien sûr. n'importe quoi, de pouvoir changer. Moi, je sais que quand j'ai fait ma licence d'éco en me disant qu'une maîtrise de lettres, c'était peut-être pas adapté quand on travaillait dans la banque et la finance, j'ai eu raison. Puisqu'aujourd'hui, par exemple, pour avoir sa carte d'agent immobilier, il faut un bac plus 3 en économie ou équivalent. Donc, c'est toujours prudent, je pense, d'avoir un bagage théorique associé à son bagage de pratique. Ok, c'est très très clair. Alors, du coup, ton fils, il fait quoi? Un BTS? BTS alors il n'a pas voulu faire un BTS banque. Il fait un BTS profession immobilière avec une option sur la finance. Ok, parfait. Donc, si vous souhaitez devenir courtier, vous connaissez les parcours. Alors, il y a l'IOBSP aussi, Tout à qui fait. peut être passé en 150 heures, je crois, de mémoire, C'est ça, avec un organisme agréé, tout à fait. qui vous permet, du coup, sans avoir à faire un BTS ou... D'ailleurs, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de bac minimum, je crois. On peut faire l'IOBSP et devenir courtier, enfin, en tout cas, mandataire. Tout à fait. Ok. Oui, pour être courtier, le livret de formation IUBSP est suffisant. Ok. Donc voilà, si vous souhaitez vous former, recherchez sur Internet IOBSP, qui veut dire intermédiaire en opération de banque et service de paiement, si je ne me trompe. C'est ça, Ok. tout à fait. Les amis, c'est passionnant, Bérangère. Tu es donc courtière, tu te mets à produire avec ton mari et tu te dis que finalement, la production, les enfants, ta vie de famille, tout ça, c'est beaucoup trop facile. C'est ça. Et tu décides de t'investir. Alors, je te laisse nous raconter ça. Oui, alors après, moi, la production, je m'éclate. Mon métier, je m'éclate. La production, je m'éclate. La vie familiale, elle est finalement super organisée. Puisque, ça aussi, je me rends compte, ça, c'est mon petit côté féministe. Mais en produisant un peu moins que mon mari, mais en produisant beaucoup et en gagnant presque pareil, d'un coup, on se répartit aussi plus les rôles. Au niveau des enfants, au niveau du foyer, enfin, beaucoup de choses. Je me régale vraiment dans mon métier. Tout se passe très bien. Mais je sens à partir de 2018 un certain glissement dans les relations avec les banques. Et je trouve qu'on est de plus en plus malmenés. C'est vrai. Et j'appelle les associations, qui à l'époque n'étaient pas obligatoires, mais associations qui représentaient les courtiers, pour leur dire, voilà, il y a tel problème avec telle banque, etc. Et les associations ne peuvent rien faire. Et on se trouve finalement très démunis, puisque des banques commencent vraiment à inverser finalement la législation. Il faut comprendre que le courtier, il est mandaté par son client, qui va lui donner un mandat. C'est comme une procuration pour le représenter auprès de toutes les banques. Ça, c'est la base et c'est la loi. Les clients qui nous mandatent nous permettent d'aller les représenter. Les banques ont choisi à l'époque de commissionner le courtier, puisque grâce au courtier, elles peuvent acquérir un client finalement avec un dossier qui est monté, certifié de manière plus rapide. Donc les banques se sont toutes servies de nous pour faire un petit peu leur conquête clientèle. Et puis certaines banques ont décidé de cesser de payer les courtiers, donc ça, elles ont le droit. Et puis elles ont décidé, certaines, Alors, Bérangère, peut-être remettre le contexte de l'époque. Vas-y. Pourquoi elle décide de moins nous payer à ce moment-là? Alors, moi, l'histoire des taux bas, j'y crois pas une seconde. Alors, on va revenir à en fait, ce qui compte, c'est à combien tu te refinances. Quand les banques se refinançaient quasiment en taux négatif et qu'elles vendaient l'argent à 1, elles gagnaient autant que quand l'argent coûte 3 et qu'elles le vendent 4. Donc, les banques te disent qu'elles ont cessé de vouloir payer les courtiers à cause des taux qui étaient trop bas. Aujourd'hui, il y a des banques qui disent qu'elles baissent les commissions parce que les taux sont trop hauts et que c'est plus trop cher. Ça, je pense, c'est une excuse. La vérité, c'est que le Crédit Agricole du Languedoc, parce que c'est parti de là, a décidé qu'une fois qu'il a léché toute son acquisition clientèle, grâce notamment aux courtiers pendant des années, il y a eu un nouveau directeur commercial qui a dit on n'a plus besoin des courtiers. Et on peut même tuer la profession, parce qu'ils se sont rendus compte que les courtiers, finalement,
Les banques pensant qu'on nous payant, on travaillait pour eux. Mais en fait, on travaille pour notre client. Donc, même si la banque nous paie, on va dire attention, ça ne va pas, attention, les assurances sont chères. On travaillait toujours pour notre client. Et les banques ont commencé à nous dire attention, on ne veut pas que vous conseillez votre client de faire une assurance externe, etc. Mais les courtiers ont rappelé aux banques qu'on travaillait dans l'intérêt du client. Et je crois que c'est ça, quand elles se sont rendues compte qu'elles ne nous maîtrisaient pas. Et puis, elles se sont aussi rendues compte que quelque part, les courtiers les mettaient vraiment en concurrence. Parce que là, tu vois, j'ai un client, il gagne 120 000 euros par an. Son créé sa banque vient de lui faire du 4,28 sur 25 ans. J'ai un accord à 3,75 que je vais envoyer à sa banque si elle souhaite s'aligner. Mais sa banque, au lieu de 4,28, va faire du 3,75. Donc, ils se sont rendus compte que les courtiers les mettaient en compétition. Et donc, ils ont décidé vraiment de tuer la profession. C'est ce qui a été dit à l'époque en disant on ne les paye plus, ça c'est légitime, mais on ne traitera plus aucun dossier qui est envoyé par un courtier. Et quand les courtiers enverront un dossier, on appellera nos clients pour qu'ils fassent en direct. Ok. Ça a été vraiment le coup de départ d'une guerre terrible, puisqu'on s'est dit attention, et donc il y a eu on le sait que certaines banques se sont appelées entre elles pour dire si on le faisait en même temps. Et donc il y a des banques qui ont commencé à déconventionner Crédit Agricole de manière très brutale, sans préavis, par SMS, après 10 ans d'ancienneté, et puis qui ont dit on ne traitera plus vos dossiers. Donc ils privaient les clients d'un droit au conseil. Et on peut tous se demander aujourd'hui, outre le côté légal, d'un point de vue intellectuel, pourquoi tu interdis à ton client d'être accompagné d'un courtier qui paye lui-même, alors qu'en même temps, tu es prêt à payer 500 € à un agent immobilier pour avoir un nom. La vérité, c'est que tu ne souhaites pas que ton client soit conseillé par un professionnel qui ait une lecture juste. Donc il y avait un problème juridique, mais il y avait aussi un gros problème moral et déontologique. Et tu vois, je t'ai un peu expliqué mon parcours, mais c'est vrai que les choses injustes, ça a tendance à m'agacer. Les choses injustes qui touchent à ma famille, parce qu'on est tous les deux des artisans, des indépendants, des petits commerçants, je dis. Et que, effectivement, si mon métier est en danger, c'est ma famille, mes enfants que je vais aussi en danger. Et donc, j'ai appelé toutes les associations à l'époque, la NACOFI, la TIC, la FIB, qui m'ont dit on ne peut rien faire, au bout d'un moment, ça ne sert à rien, on n'est pas un syndicat. Et je me suis dit, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de syndicat. Et donc, j'ai décidé de créer le premier syndicat des courtiers en crédit. L'UIC. L'UIC, exactement, qui est né à Montpellier le 18 juin, jour de l'anniversaire de mariage, c'était rigolo, le 18 juin 2019 à Montpellier. Ok, donc tu déposes les statuts l'après-midi et le soir, tu es au resto avec ton mari pour fêter ça. Alors, c'était même plus compliqué, mais si tu me demandes toute l'histoire, alors moi, si on me demande de parler du climat, je peux le faire très vite, l'histoire, elle est longue. En fait, on s'est dit qu'il fallait que ça faisait longtemps qu'on discutait autour de mon mari, avec nos confrères de la zone, et on se disait, il faut qu'aujourd'hui, on soit unis, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on ait une vision commune, c'était important. Et donc, un jour, je suis arrivée, mon mari et ses confrères mangeaient ensemble souvent tous les vendredis fin de mois, et je suis arrivée pour dire, voilà, je fais un syndicat, on doit faire un syndicat, c'est la seule structure. Et donc, j'ai 2 confrères qui ont dit, oui, et 3, on y va. Et c'était important que dedans, il y ait des nationaux, des locaux, des petits. Donc, on a fait ça de manière collective. J'ai créé les statuts avec un président du syndicat, un trésorier, un président bis ou adjoint, et moi, je me suis mise secrétaire du syndicat, tout discrètement. Ils ont tout signé, on a tout fait, tout déposé, et le soir même, je recevais un mail de 14 pages où les 2 démissionnaient parce que c'était beaucoup trop dangereux, que les banques allaient réagir violemment, que déjà leur franchise les avait appelés, que des banquiers leur avaient dit, et que faire un syndicat était trop dangereux, qu'ils avaient une famille, des salariés, et donc ils ont démissionné, et je me suis retrouvée toute seule avec mon syndicat, que j'ai gardé. Waouh, ok. Que j'ai gardé, et je me suis dit, toute seule quand même, c'était compliqué, c'est différent de partir à 4 et de partir toute seule. Et donc j'ai hésité un petit peu, et puis tu vois, au mois d'octobre, donc le Crédit Agricole, quelques mois après, on savait, mais à virer tous les courtiers sans préavis par SMS de manière très totale. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient viré ceux qui l'avaient ouvert, moi, mais ceux qui avaient fermé leur mail pour parler avec lui. C'est-à-dire que tous ceux qui se couchaient pour dire si on fait le paillasson et le larbin, peut-être que les banques, en fait, nous, elles ne vireront pas, ils se sont fait virer pareil. Donc pour moi, ça a été la preuve ultime que baisser les yeux, ça ne marchait pas, que renoncer à faire exercer ses droits, ça ne marchait pas. Et donc à ce moment-là, j'ai envoyé un mail général à tous les courtiers du département pour leur dire première réunion de l'UIC. On s'est retrouvés à 10 et je suis assez émue quand j'y pense parce que on s'est retrouvés à 10-15 et j'ai 5 confrères qui à la fin me font un chèque pour me dire bon, ton truc c'est totalement dingue, mais tu sais quoi, t'es la seule à le faire. Et ils m'ont fait un chèque, ils m'ont fait confiance.
Et puis, ils m'ont dit, attends, j'ai une agence à Béziers, Bérengère. Donc, ils m'ont organisé un truc. Je suis allée à Béziers, j'ai vu 5 courtiers. Ils ont adhéré. Puis, ils m'ont dit, attends, on a une agence à Perpignan, j'ai un copain à Perpignan. Et je suis allée à Perpignan, et puis je suis allée à Narbonne, et puis je suis allée à Toulouse. Et comme ça, petit à petit, à la fois, j'ai eu de plus en plus d'adhérents, mais j'ai beaucoup travaillé juridiquement. Je suis retournée à la fac, parce qu'en plus de tout ça, comme j'avais beaucoup de temps, j'ai eu mon 4e enfant qui est né en même temps que la création du syndicat. Je travaillais et je suis retournée à la fac faire un DU sur le droit du contrat, droit des obligations, afin de comprendre effectivement que le contrat passé entre le client et le courtier s'opposait au tiers. C'est-à-dire que toi, si tu es marié en séparation avec ton épouse, ton contrat de mariage, il s'oppose au tiers. C'est-à-dire que le notaire doit accepter la séparation et que tu achètes sans ton épouse. Moi, quand le client me mandate, il s'oppose aux banques. Et donc, il y a eu tout ce travail juridique et je me suis dit, mais comment ça se fait que depuis 30 ans, aucune association, personne n'ait jamais demandé à ce que les banques respectent le mandat. On est une profession réglementée, on est une profession contrôlée, on est une profession qui a un niveau d'études minimum, on est une profession avec un devoir de conseil, avec un devoir de contrôle. Le policier n'a pas à choisir avec quel avocat il veut travailler lors des gardes à vue. Le débiteur n'a pas à choisir avec quel huissier il doit être saisi. Le banquier n'a pas à choisir avec quel courtier il souhaite travailler. Et à partir de là, on a fait toute une doctrine juridique. Et j'ai commencé à écrire à tout le monde, aux députés, au ministre de l'économie et des finances, à la Banque de France, à la CPR, à la Fédération bancaire française, au Crédit Agricole, en disant, attention, le mandat s'oppose au tiers, vous êtes hors la loi. Et il n'y avait aucune réponse. Et j'ai fait une pétition, j'ai lancé une pétition où 6000 courtiers ont demandé au ministre de rappeler aux banques que le mandat s'opposait au tiers. Donc le mouvement a commencé à prendre. Et après, je ne suis pas partie toute seule. Je dois remercier beaucoup de gens. Je peux remercier Jérôme, qui était à l'époque à la FIB, Jérôme Cambournac, et qui m'a vraiment soutenu. Je peux remercier Philippe Loisier, qui est le président de l'association des conseillers en gestion de patrimoine, qui m'a intellectuellement beaucoup aidé. Sylvie Lamouroux de Valorial, qui est formatrice et qui m'a donné le cadre légal. L'avocat de l'huissier, le maître Gandillon, qui est de Montpellier, qui a été un soutien sans faille. Et en fait, on a construit tout ça. Et je suis partie au Salon du Crédit il y a 3 ans, où il y avait une conférence avec le Trésor, la députée qui portait la réforme du courtage, Valérie Faure, etc. Tous ces gens-là, un petit comité, qui est en train de parler entre eux de choses dont on se fout complètement, tu vois. Les formations, 7h, 8h, 12h, 14h, bref, on s'en fout. Et c'était très pénible. Et au bout d'un moment, quand ils ont dit, est-ce que quelqu'un a une question, je me suis levée, c'est toute seule, et j'ai dit, oui, vous parlez de choses comme ça, mais nous, c'est pas ça notre problème. Aujourd'hui, le problème, c'est pourquoi vous ne répondez pas quand on vous demande de faire respecter la législation de banque? Qu'est-ce que vous pensez du mandat qui s'oppose au tiers? Qu'est-ce que vous pensez, etc. Et j'ai pris la parole pendant un long moment. Et quand je me suis assise, il y a toute la salle qui m'a applaudi, qui s'est levée. Et tout le monde est venu pour me dire, mais attends, c'est quoi le syndicat? Il faut qu'on adhère, il faut qu'on soutienne. Et là, le syndicat a pris un premier essor. Du coup, j'ai été reçue à Bercy par le cabinet du ministre, à qui j'ai remis le livre noir du courtage avec toutes les infractions bancaires. J'ai expliqué notre petit. En fait, il y avait un devoir de pédagogie finalement. Et on a commencé à réfléchir ensemble. Là, Alors justement, Bérengère, je vais juste te faire une pause. Vas-y, pardon. Qu'est-ce qui se passe mal en ce moment? Parce que du coup, tu as évoqué très rapidement l'opposition au tiers sur le mandat. Est-ce que tu peux nous donner un cas concret de ce qui se passe, sur le marché, qui a fait en sorte que tu aies mis tout ça en place et jusqu'à arriver à Bercy? En fait, ce qui se passait au début, c'est que tout client te dit bonjour Madame Dubu, je souhaiterais s'il vous plaît que vous me représentiez parce que moi je ne comprends pas les taux, les assurances, le conseil, ça fait 2 ans que vous me suivez. Très bien monsieur, il me signe un mandat, il me paye, si je trouve un crédit bien sûr, et j'envoie son dossier dans le cas de la banque, donc la sienne. Et là, sa banque me dit désolé, moi je ne travaille pas avec les courtiers. Point, ils appellent le client pour dire venez, on fait le crédit en direct. En fait, là, il y a beaucoup d'infractions. Tu as une infraction au respect du mandat. Il y a une infraction à la libre concurrence et il y a une infraction une action en concurrence déloyale et détournement de clientèle. Alors, est-ce que c'est la banque qui est en tort ou c'est le client qui est en tort? Est-ce que comme tu sais, en immobilier, quand tu signes un bon de visite... Tout à fait. Alors, le client n'est jamais en tort. Entre guillemets, le client, c'est le dégagement de nos honoraires. Okay. Puisque dans le mandat, il y a marqué, si c'est toi qui as prévu la banque qui avait un dossier et que tu as envoyé le dossier comme je faisais, c'est la banque, si elle appelle son client, c'est parce que c'est moi qui ai fourni le travail. Donc, le client, c'est bien mon travail qui lui a permis d'être son rapport. Donc, le client, lui, me doit mes honoraires. Donc, lui, finalement, il est doublement mal conseillé par sa banque à l'époque. Parce que la banque disait, c'est bon, le courtier, vous ne le payez pas. Et moi, tous les dossiers comme ça que j'ai eus, je les ai envoyés aux huissiers et tous les clients ont été saisis. Ah, donc tu demandais aux clients
Donc, Ah bah oui. attends. Moi, les clients, ben moi, je suis très droite. Mon client, je lui explique si sa banque derrière l'appelle pour dire grâce au courtier, on sait qu'il y a un dossier de crédit. Venez, on fera directement. C'est grâce au courtier. Donc, c'est moi qui ai choisi le montage. C'est moi qui ai choisi les assurances. C'est moi Comment qui ai tu créé trouves la banque. ça? Parce que alors ça, c'est très long, il faudra faire une formation avec moi. Parce que moi, tout est tracé. Non, mais pour de vrai, moi, tout est tracé. Mon client, quand il vient chez moi, on va signer un compte rendu d'entretien, on va signer un recueil de besoins, on va signer un mandat qui précise les conditions de ma rémunération, comment je travaille. Le dossier va être parfaitement monté, certifié, signé. Il va être envoyé en banque par coursier ou par numérique avec un numéro d'attache qui prouve que la banque a ouvert le dossier. Ah non, moi pour le coup, je suis très, très carré dans ma manière de faire. Mais tous les clients, 95% des clients, systématiquement nous appelaient pour dire attendez, ma banque me dit qu'elle fait ça, mais moi, je ne suis pas d'accord, je passe par vous. Et les clients nous renvoyaient les propositions. Donc ça ne fonctionne pas. Nos clients, s'ils passent par nous, c'est qu'il y a un conseil, c'est qu'il y a quelque chose. Mais ces banques ont pratiqué ça à grande échelle, de manière brutale. Il faut se rappeler qu'à l'époque, beaucoup de courtiers prenaient peu ou pas d'honoraires. Moi, j'étais un courtier gratuit, je prenais que ma commission banque. Donc, le temps que les courtiers changent leur manière de travailler, changent leur mode de rémunération, s'adaptent au changement, tout ça nous a demandé beaucoup de temps pendant lesquels les banques ont multiplié les infractions. Finalement, parce que tout est bien qui finit bien, et je vais passer sur tous les rebondissements, la manifestation à la Banque de France et tout ce que tu veux. La vérité, c'est qu'en fin d'année, Bruno Le Maire, devant l'Assemblée nationale, a rappelé que les courtiers étaient mandatés par leurs clients à l'exclusion des banques, que les banques pouvaient les commissionner ou conventionner, mais que ce n'était pas obligatoire, que refuser de traiter un dossier apporté par un courtier était illégal, qui demandait à la DGCCRF et l'autorité de la concurrence de sanctionner sévèrement les banques. Donc, attends, ne pas accepter un dossier d'un courtier, même hors convention? Ben oui, c'est illégal. Et que du coup, il appelait toutes les banques à respecter le mandat. Et aujourd'hui, tu as 90% des banques qui restent la banque postale avec qui on travaille avec ou sans convention. Moi, il y a des banques où je n'ai pas de convention parce qu'elles sont des banques régionales en Bretagne, etc. J'envoie mes dossiers, ça se passe très bien. J'ai des banques avec qui j'ai des conventions et ça, c'est le cœur du métier. Et le Crédit Agricole du Languedoc reprend les dossiers de courtier parce que Philippe Brassac, finalement, a su intervenir, le directeur général, en tant que médiateur pour dire qu'effectivement, il n'était pas normal qu'il refuse d'étudier les dossiers apportés par un courtier. Le groupe CIC Crédit Mutuel a été le premier à connaître le mandat il y a plus de 2 ans, 3 ans, et ça se passe très bien. Banque Populaire est extrêmement respectueuse, Caisse d'épargne aussi. Aujourd'hui, la Ketcha Bank ne fonctionne qu'avec le mandat. Aujourd'hui, le mandat s'oppose au tiers. Et beaucoup de courtiers n'avaient même pas conscience des droits auxquels ils pouvaient prétendre. Donc aujourd'hui, ce qu'a gagné l'UIC, c'est chaque fois qu'un courtier, finalement, va déposer son dossier sans convention dans un crédit agricole, il peut dire merci à l'UIC parce que c'est donc 4 ans de travail qui ont permis que ça se fasse. Donc demain, imaginons que là, on a un courtier qui nous écoute. Son réseau n'a pas de convention avec, au hasard, le Crédit Agricole Île-de-France. Il peut envoyer son dossier à un conseiller d'une agence en Île-de-France. Alors, pas tout à fait, parce que chaque banque a le droit de choisir son modèle. Si le Crédit Agricole Île-de-France veut que tout passe par un pôle immobilier, il a le droit de l'envoyer au pôle immobilier en disant « Bonjour monsieur, je suis mandaté par un client. Conformément à la législation, je souhaite que vous étudiez ce dossier sans rémunération, bien entendu. » Ok, tout simplement. Mais du coup, ce qui devient illégal, si j'ai bien compris Bérangère, c'est la réponse « Nous ne travaillons pas avec les courtiers ». Exactement. Le courtier propose et la banque dispose. La banque a le droit de dire ce profil ne m'intéresse pas. Ça, c'est vrai. Mais elle n'a pas le droit de dire ce profil ne m'intéresse pas parce que vous êtes un courtier. Ok. Et elle n'a pas le droit de faire des refus de convenance. Une banque qui ferait 100% de refus sur 100% des dossiers des courtiers, par exemple, serait également hors la loi. Et l'UIC est très vigilant. On recense des incidents tous les jours sur le territoire, qu'on signale à la CPR, qu'on signale à la DGCCRF et à l'autorité de la concurrence. On a plus de 150 plaintes en cours. L'UIC fait remonter tous les incidents, toutes les infractions. Ok. Merci du coup Bérangère, merci l'UIC de nous aider dans le métier. J'ai une question. Bérangère, Oui. comment ça se passe du coup ta relation avec les banques maintenant? Par exemple, le Crédit Agricole Languedoc, tu bosses avec eux? Bon, alors, eux, il faut un peu la tronche avec moi. Alors, paradoxalement, j'ai de très bonnes relations avec les banques. J'avais de très bonnes relations avant. Crédit Agricole du Languedoc, j'animais des formations chez eux
dans certaines agences sur le commercial déjà à l'époque. Et j'avais un courrier en 2017, ils écrivaient qu'ils allaient déplafonner mes commissions vu la qualité de mon travail. Donc, j'ai toujours eu de très bonnes relations, moi, en agence, en polio, jusqu'à ce que d'un coup, ils décident effectivement cette politique et que je m'y oppose, effectivement. Maintenant, aujourd'hui, les rapports avec les banques, je me rappelle, j'ai beaucoup de confrères qui sont adorables et qui me disaient, t'inquiète pas, si tu perds toutes tes conventions, je te prendrai en mandataire chez moi. Et je trouvais ça gentil de leur part. Et j'ai même dit à mon mari, j'aurais dû prendre un autre jeune fille parce que peut-être c'est risqué. Aujourd'hui, j'ai perdu aucune convention, bien au contraire, parce que je crois que les banques ont besoin qu'on clarifie un peu les choses et que certaines banques n'étaient pas informées du cadre légal. Moi, j'ai gardé mes conventions, j'ai d'excellents rapports avec les banques avec qui je travaille au quotidien. Après, parce que j'ai cette capacité, mais ça, c'est Monaco, c'était une très bonne école sur le secret bancaire. À Monaco, le secret, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas assez en France. Et du coup, moi, je suis tout à fait capable d'être Bérengère de le lycée, Bérengère la courtière, Bérengère la mère de famille. Je sépare vraiment. Toi, j'ai 2 téléphones et mes amis qui bossent dans l'immobilier, je n'ai pas leur numéro pro dans mon tel perso. Voilà, tel perso, c'est que les tels perso, le téléphone pro, c'est que les téléphones pro. Je sépare tout. Donc moi, c'est vrai que je pense que quand mes partenaires bancaires le voient, ils voient la courtière avec qui ils travaillent depuis plus de 10 ans et ça se passe très bien, qui est associée avec son mari qu'ils connaissent depuis plus de 15 ans, un cabinet qui est sympa, qui est sérieux, qui a très bonne réputation. Et du coup, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Donc ça, finalement, je pensais que l'UIC allait me pénaliser. Je me demande même si ça ne m'a pas protégée à un moment donné. Parce que peut-être qu'embêter un courtier, tu ne vas pas embêter celle qui passe son temps à faire du name and chain sur les plateaux télé, celle qui a un avocat, celle qui ne se laisse pas faire, tu vois. C'est à embêter quelqu'un, tu vas peut-être embêter celui qui dit rien. Donc le fait de m'embêter... Tu me dis, la banque dispose, parce que on pourrait se dire de manière peut-être un peu mesquine, les banques pourraient te refuser tous tes dossiers. Moi, l'année dernière, 97% de taux de transformation sur l'année de mes dossiers, 93% depuis le début de l'année. Alors, ça aussi, les banques, elles commencent à confondre. Moi, Crédit, quand une banque me refuse mes dossiers systématiquement, il n'y a pas de problème, je les sors ailleurs, tu as toujours quelqu'un qui veut acheter. Non, c'est sûr. Non, c'est sûr, mais bon, ok. Alors, juste pour ceux qui nous écoutent, 97%, c'est une chose à gage. Concrètement, elle est sniper et elle ne rate pas. Les taux moyens de transformation dans le métier, c'est quoi? C'est peut-être... Nous, avant, on a toujours été entre 78 et 82 pour nos équipes. Depuis que j'ai changé la manière de travailler, je suis à 97%. Mes équipes sont un peu moins, mais elles ne sont pas loin de moi. Elles doivent être à 88, 80, un truc comme ça. C'est quoi ta manière de travailler? Si moi, je veux être à 97, je dois faire quoi? Et ça, faut que tu me payes pour que je te fasse ma super formation. Non, je t'acquitte. Ma manière de travailler, en fait, c'est déjà... Attends, Bérengère, tu peux garder secret et tu peux faire de la pub pour ta formation si tu le souhaites. Mais non, je te taquine. En fait, ma manière de travailler, c'est vraiment... Alors, un process que j'ai mis en place, mais qui a été long. C'est le temps vraiment de me transformer. Ça a pris du temps. Ma manière de travailler, aujourd'hui, j'ai accepté que je faisais un travail réglementé. C'est-à-dire que je ne suis plus une moitié, je de toujours. Je ne suis pas une super commerciale qui va négocier pour vous. Je suis une professionnelle du crédit, contrôlée, agrémentée, qui a un niveau d'études, qui a des responsabilités, qui a de la rente d'une association agréée, qui a inscrit à l'ORIAS, qui a une responsabilité juridique. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, ce n'est pas un super taux. D'abord, on va étudier le projet. Et donc moi, mes clients, quand ils partent de chez moi, je vais parler de leur situation familiale, pourquoi leur contrat de mariage, il n'y en a pas, pourquoi si, pourquoi ni, les enfants, la SCI, j'ai fait les calculs des intérêts. En fait, on a fait un travail déjà de qualité. L'action logement, le prêt à taux zéro, on a fait ce gros travail. Une fois les clients, je les laisse toujours partir tranquillement pour dire en revanche, si vous travaillez avec moi, quoi qu'il se passe, vous me paierez parce que je sais que j'aurai un accord et que mon mandat est très clair. Mes honoraires sont dus dès lors que mon travail permet que vous ayez un crédit. Et tout ce que je vais faire, c'est ce qui vous permettra. Et les clients, ils ont l'information. Ils repartent de chez moi avec un compte rendu d'entretien, avec une copie du mandat, avec tous les documents. Il fait non, mais madame Dubu, on passe. Alors, si je suis là, vous ne signez pas. Vous réfléchissez et vous rentrez chez vous. Et après, on travaille ensemble. Donc, déjà, pour le client, quand il vient, il sait pourquoi il vient. Et derrière, ma manière de travailler, elle va être hyper carrée. Je sollicite les banques que je juge légitimes et je me moque des banques qui me disent qu'elles prennent pas. Leur politique commerciale ne m'intéresse pas. Je les sollicite si je juge que c'est l'intérêt pour mon client. Je travaille avec toutes les banques qui me payent ou pas. Il y a encore trop de courtiers qui sollicitent que les établissements qui ont des conventions. Mais ça ne marche plus aujourd'hui. Et puis, je crois que j'ai une qualité, c'est que je ne lâche pas l'affaire. Là, j'ai un dossier, j'ai pris 9 refus, je viens d'avoir un accord sur le 10e. Donc, je lâche pas l'affaire. Je ne lâche pas tant que je n'ai pas un accord, je ne lâche pas mon dossier.
Et finalement, ça fonctionne. Je ne peux pas te dire pourquoi, parce qu'on travaille en amont, parce qu'on réfléchit, parce qu'on optimise, parce que je fais des tableurs Excel avec les revenus de mes clients quand ils ont une partie variable, une partie fixe, parce que tout est cadré, tout est numérisé, tout est... Moi, j'ai un côté extrêmement, je pense, aujourd'hui de plus en plus traçable. Et je considère mon client, je lui remets un tableau avec toutes les banques qu'on a sollicitées, le coût de chaque banque, le coût des intérêts, les raisons du refus. En fait, il y a un travail qui est complet au niveau de l'information et je crois que les banques, comme les clients, le reconnaissent et en sont contents. Les amis, je pense qu'on va clôturer cette interview maintenant, puisque on s'est dit avec Bérangère qu'il y avait beaucoup trop de contenu auquel enfin, beaucoup trop de contenu qu'on devait partager. Et on a convenu dès maintenant avec Bérangère qu'on ferait une seconde interview sur le mandat, sur les banques, d'une manière un peu plus technique à la rentrée. Donc déjà, merci Bérangère pour ton temps. Merci Yacine, je t'avais prévu que tu voulais mon parcours scolaire et tout mon truc et que ça allait être long et parce qu'il y a plein de choses et que c'est difficile de tout résumer. Mais effectivement, je crois que c'est parce que j'ai fait un peu de communication, que parce que j'ai fait de la banque, parce que j'ai été courtière. Peut-être c'est pour ça aussi que j'ai compris les enjeux de notre profession. Et puis, voilà, il y a un côté chez moi où l'injustice, ça m'agace toujours un peu. Non, mais alors, on peut déjà peut-être parler, avant de clôturer, faire de la petite pub pour une formation. Je crois la DCI, pour tous les courtiers qui nous écoutent, Alors, vous avez une obligation pour rappel de formation de 7 heures annuelles. Et dans cette formation, il y en a une en tout cas, sur laquelle vous pouvez retrouver Bérangère. c'est ça. En fait, j'ai beaucoup de demandes de courtiers sur le mandat, notamment quand on travaillait avec un mandat exclusif, comment facturer ses honoraires, la relation banque. Et j'avais de plus en plus de demandes. J'ai fait des vidéos à plus de 100 personnes et c'était plus gérable. Donc aujourd'hui, avec un organisme de formation agréé, L'Oréal, que beaucoup connaissent, qui est dirigé par Sylvie Lavondou, nous avons mis en place la formation des 7 heures en binôme, avec donc Sylvie pour la partie réglementaire, mais moi pour la partie commerciale, où au bout des 7 heures, vous savez ce qu'est un mandat exclusif, les mentions légales, comment on travaille avec un mandat, comment on peut facturer notamment des frais administratifs sur les dossiers clients, etc. Et surtout, au final, vous repartez avec tous les documents, exemple de mandat, exemple de fiche de recueil, exemple de compte rendu d'entretien, tous les documents qui vous permettent et d'être conformes légalement et commercialement d'être imbattables. Et je peux vous dire que tous ceux qui font la formation, là, ça fait un petit moment qu'on l'a fait, sont ravis parce que ça change totalement la vision. On travaille pour son client en s'enlevant finalement le filtre bancaire et c'est nous qui décidons où va le client car on travaille en équipe. Moi, je travaille pour mon client et pas contre. On fait une équipe tous les deux et chacun apporte quelque chose. Et ça, c'est vraiment une vision différente. Et pour le coup, pour tous ceux qui se posent des questions sur comment travailler aujourd'hui dans un contexte particulier, malgré tout, avec les relations bancaires, etc., je pense que la DCI 7 heures sur le mandat exclusif avec Valorial est vraiment un bon moyen d'envisager son avenir de manière vraiment plus sereine. Alors, Bérangère m'en a parlé en off, hors enregistrement. Et alors, je suis pas sûr d'avoir totalement tout à fait compris. Mais si ce qu'elle me raconte tient, c'est un truc de ouf. Et on va en parler dans l'interview numéro 2 avec Bérangère. Bérangère, je te prends pas plus de temps. Merci. Je te remercie. Excellente journée. Je te dis à la prochaine interview. Merci. Bravo et merci d'être arrivé au bout de cette interview. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Mon Pote Courtier, sur TikTok et Instagram notamment. Je vous invite également à mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée, surtout si c'est Spotify ou Apple Podcast. Un petit avis 5 étoiles, ça m'aiderait énormément à faire monter ce podcast et cette émission afin d'attirer le plus possible d'intervenants de qualité comme Bérangère. Et enfin, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas le cas. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée.